Allez, notre rapporteur devrait nous rejoindre dans les secondes qui viennent. On va commencer les petites formalités habituelles, le formalisme. Donc, mes chers collègues, nous reprenons aujourd'hui nos travaux avec l'audition de M. Jacques Toubon, défenseur des droits, créé par la révision constitutionnelle de juillet 2008. Je rappelle que le défenseur des droits est issu de la fusion de 4 autorités administratives indépendantes, le médiateur de la République, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALDE, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, CNDS, et le défenseur des enfants. Vous êtes donc, M. Toubon, un objet administratif unique, à savoir une autorité constitutionnelle indépendante. On en reparlera, bien sûr. La Constitution prévoit que le défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État et les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public. Il peut être saisi par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé ci-dessus. Vous nous détaillerez, je n'en doute pas, comment cette disposition constitutionnelle se traduit dans les faits et là où les réponses que vous apportez. Le questionnaire détaillé que vous a adressé le rapporteur, auquel vous avez répondu, on vous en remercie, nous a permis d'en prendre un peu la mesure et à alimenter très clairement la réflexion du rapporteur notamment. Comme la loi le permet, votre audition peut faire l'objet d'un compte-rendu, et fera l'objet d'un compte-rendu publié dans le compte-rendu détaillé des réunions des commissions, qui est diffusé à la fois en version papier et sur le site internet du Sénat. Par ailleurs, votre audition est ouverte au public et à la presse. Elle fait l'objet d'une captation vidéo. Donc, avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite donc à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Alors, j'aimerais bien quand même que vous parliez en présence du rapporteur, parce que ça simplifierait bien les choses. Est-ce que dans nos collègues, il y a des collègues qui voudraient d'ores et déjà préciser le questionnement qu'ils envisagent de faire auprès du défenseur des droits, non? Ou aussi vous attendez le petit propos liminaire? Ah, Michel Cadenet. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Défenseur des droits. Oui, je voudrais interroger Monsieur le Défenseur des droits sur 2 ou 3 sujets. Le premier sujet, c'est de savoir, puisque nous allons interroger le contrôleur général des lieux de privation tout à l'heure, s'il ne lui semble pas qu'il y ait un certain nombre pas de similitudes, mais de convergence sur les activités que les 2 autorités indépendantes réalisent et qu'un travail ensemble serait sans doute plus cohérent. C'est le premier point. Le second, comme Madame la Présidente l'a évoqué à l'instant, cette fonction de défenseur des droits est issue d'un certain nombre de fonctions antérieurement exercées par des autorités diverses qui ont conduit, je dirais, au regroupement. Je voudrais savoir si ce regroupement s'est passé dans de bonnes conditions et s'il vous semble que des améliorations quant à la manière dont cela fonctionne pourraient être apportées. Je crois que, par exemple, les différents collèges fonctionnent de manière un peu indépendante. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'il y ait sous votre autorité un fonctionnement plus adéquat plutôt que de dépendre de nominations extérieures, par exemple? Voilà quelques questions que je souhaitais vous poser, Monsieur le Défenseur des droits. C'est très bien de le dire à ce stade, comme ça permet peut-être de l'intégrer et de nous faire gagner un petit peu de temps. Est-ce qu'il y aurait notre collègue? Oui, Jean-Luc Touraine. Oui, ma question portera sur les jeunes mineurs isolés, étrangers, où 2 types de droits se télescopent. Je vais prendre pour exemple le département que j'ai dirigé jusqu'à avril dernier, l'Ille-et-Vilaine, dans lequel le nombre de jeunes mineurs étrangers isolés a augmenté dans des proportions considérables. Nous sommes partis de 2 en 2000 à 450 en 2014.
Le défenseur des droits, votre prédécesseur à l'époque, s'était intéressé à la façon dont on les accueillait, avait trouvé d'ailleurs que nous respections leur dignité, même si nous évitions de donner de la publicité à notre qualité de l'accueil. Pour autant, nous avons fait un appel d'air dès l'instant où ça s'est répandu et des sites internet en Érythrée et un peu partout ont vanté les mérites du département que j'administrais. C'est le droit donc des jeunes mineurs à être pris en charge par le Conseil général ou Conseil départemental aujourd'hui. Deuxième droit, c'est celui des jeunes qui sont placés par décision de justice dans les services du département. Des enfants qui, pour des raisons de maltraitance, nous sont confiés. Or, il se trouve que nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas été capables de répondre de façon aussi massive à la demande qui s'exprimait. D'un côté, les jeunes mineurs étrangers, et de l'autre côté, les enfants placés par décision de justice qui étaient au nombre de 130, 140 à l'époque. Or, comme les jeunes mineurs étrangers sont accueillis inévitablement le jour même où ils arrivent, puisqu'il n'y a pas d'autre solution, on ne peut pas les laisser à la rue. Qu'est-ce qui nous restait comme solution ? De faire attendre les enfants qui sont en situation de maltraitance et donc continuer éventuellement à être maltraités dans leur famille, alors qu'ils ont aussi le droit d'être protégés. Comment peut-on résoudre ce problème en dehors de la quantité de places que l'on peut ouvrir, et on l'a fait, mais ceci étant, il y a un moment où on ne peut pas répondre. Or, dans le défenseur des droits, qui n'entend parfois que les jeunes mineurs étrangers isolés, parce que les autres n'ont pas tellement de moyens d'expression, et par contre, les mineurs étrangers isolés, ils en ont pas directement, mais par leurs avocats. Certains se sont fait un fonds de commerce de la défense, ceci dit sans être péjoratif. Donc, comment le droit peut-il s'exercer ? On est là dans un conflit qu'il est difficile de régler. On veut bien aussi commencer à donner sa question. Oui, moi je voudrais surtout entendre Jacques Toubon sur l'expérience qu'il a vécue avec le regroupement de 4 hautes autorités globalement. On sent bien à la suite de nos auditions que par rapport à ces 41 hautes autorités, il y en a certaines qui pourraient se regrouper. Et je voudrais avoir son sentiment sur l'expérience de ce regroupement qu'il a vécu pour voir comment ça fonctionne et suite à cette expérience. André Triard ? Ma question revient sur les mineurs isolés. Et je voulais vous poser une question toute bête. J'ai fait un stage en magistrature en 2005, ça fait déjà longtemps, et à Créteil. Et à cette époque, Créteil a dans sa zone Orly, arrivaient des mineurs isolés de Chine avec une petite pancarte en 2 langues, en chinois et en français, portant leur nom. Et est-ce que vous prenez toujours en compte la protection ou est-ce que vous suggérez parfois, parce que ça ne relève pas de vous, qu'on change de législation quand des abus sont constatés ? Et je pense qu'un mineur qui arrive de Chine avec une petite pancarte disant qu'il est un mineur isolé en utilisant bien le bon mot, c'est une filière comme une autre. Et je le pense, malheureusement, c'est un mineur. Donc, est-ce que vous incitez à toujours plus de protection ou est-ce que vous incitez à une position équilibrée, responsable dans les deux, ou est-ce que dans certains cas c'est difficile de le faire? Donc je voulais avoir cet éclairage. Merci. Notre rapporteur, on en est ravis. On a juste posé quelques questions parce que comme ça permet, on a voulu que le propos liminaire de Jacques Toubon soit fait en ta présence. Yves Lecomte. Jean-Yves Lecomte. Oui, merci. 2 sujets. Il me semble que vous êtes la seule autorité administrative indépendante qui est dans la Constitution. Donc, par rapport à cette commission d'enquête, je vais avoir votre avis sur la manière dont, finalement, votre budget est élaboré et exécuté et la manière dont, finalement, les choses peuvent évoluer parce que ça dépend des services du Premier ministre. Un certain nombre d'autorités administratives indépendantes se plaignent de finalement devoir négocier ce qui a été réservé après le vote du budget. Comment est-ce que finalement
selon vous, faudrait-il travailler pour établir le budget des autorités administratives indépendantes? Est-ce que le fonctionnement actuel est satisfaisant? Et la deuxième, c'est avoir finalement, sur plusieurs sujets d'actualité et médiatique, vous vous êtes autosaisi. Est-ce que ça vous semble dans la ligne de votre mission? Et quel temps ça prend par rapport au reste? Est-ce que c'est aux dépens des gens qui viennent finalement vous interpeller parce qu'ils considèrent qu'ils ont besoin d'une intervention de votre part pour la défense de leurs droits? Voilà, merci. Merci, chers collègues. Vous voyez, monsieur le défenseur des droits, combien votre audition a été attendue, combien nos collègues avaient beaucoup déjà de questions, et le rapporteur n'a pas encore parlé. Mais je vous propose de reprendre l'usage habituel, et je vous propose de nous faire part de vos observations, comme vous l'aviez prévu, durant le temps que vous souhaitez. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de m'accueillir. Donc, comme vous l'avez vous-même indiqué, nous avons essayé de répondre le plus scrupuleusement possible au questionnaire très pertinent que vous nous avez adressé. J'espère que ça a permis, d'une part, déjà de répondre à un certain nombre de questions et surtout d'alimenter le travail du rapporteur, puisque c'est l'objet principal. D'autre part, nous avons interrogé, que nous sommes le 1er juillet, je dirais bénéficié du mois entier d'audition que vous avez accompli depuis le début du mois de juin, et du fait que cela nous a permis de voir à travers les différentes auditions, les questions que vous avez posées, les discussions qui ont eu lieu, quelles étaient vos préoccupations majeures. Et ce que je voudrais dans ces observations, Madame la Présidente, liminaire, c'est beaucoup plus que de présenter une institution dont on peut trouver, notamment à travers notre rapport d'activité pour 2014, qui est disponible depuis le mois de janvier, beaucoup des aspects. Essayer en fait d'aller au-devant de quelques-unes de vos préoccupations d'ores et déjà, y compris celles qui viennent d'être explicitées par plusieurs sénateurs il y a quelques minutes. Alors, c'est vrai que le défenseur des droits est, dans le paysage que vous êtes en train d'examiner depuis quelques semaines, unique. Votre ancien collègue, Patrice Gélard, avait dit que le défenseur des droits était un élément constitutif de la démocratie. Et je pense que il n'en dirait pas autant, et vous n'en diriez pas autant d'autres autorités indépendantes, naturellement. En effet, il y a deux aspects que je voudrais d'emblée exposer. C'est ce qu'est notre statut, en quelque sorte, et à quoi il répond. Nous sommes une autorité à fondement constitutionnel, dans l'article 71.1 de la Constitution, issue, effectivement, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, de la révision constitutionnelle de juillet 2008. Et d'autre part, ensuite, je voudrais naturellement évoquer ce qui est aussi unique chez nous, c'est que nous sommes une institution issue de 4, et que nous avons donc d'ores et déjà pratiqué, si j'ai bien compris, le sens de la manœuvre que vous souhaiteriez, d'après toutes les questions que j'ai vues que vous aviez posées. Et je voudrais peut-être évoquer d'emblée un peu le coût, l'efficacité, qu'est-ce que ça rapporte, comment, et vous avez vous-même plusieurs fois posé ce genre de questions. Je voudrais aussi évoquer dans ma petite intervention liminaire des questions de procédure, parce que je crois que le Sénat est très attentif à ce que la manière dont nous fonctionnons, la manière dont nous examinons les réclamations, soit tout à fait conforme à tous les principes, et notamment aux principes que nous sommes notamment chargés d'appliquer, ceux des droits de l'homme, et notamment le procès équitable, et puis d'autre part, je terminerai par une petite remarque simplement sur les relations extrêmement fructueuses, je dirais, que le défenseur, moi depuis 11 mois, et Dominique Baudis avant moi, entretient ou entretenait avec le Parlement et avec le Sénat en particulier. S'agissant du statut, je crois qu'on peut s'appuyer
pour le dire, facilement sur la décision du Conseil constitutionnel qui a examiné, parce que c'est obligatoire, notre loi organique, qui est la loi organique du 29 mars 2011, qui fonde notre statut, qui nous donne nos pouvoirs. Le Constitutionnel a dit, le défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, a cité l'article 2 de la loi organique, le défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, ne reçoit dans l'exercice de ses attributions aucune instruction. Le défenseur des droits et ses jeunes peuvent être poursuivis, etc., etc. Considérant, d'une part, qu'en érigeant le défenseur des droits en autorité constitutionnelle indépendante, le premier alinéa de l'article 2 rappelle qu'il constitue une autorité administrative dont l'indépendance trouve son fondement dans la Constitution, j'ai dit, autorité à fondement constitutionnel, mais que cette disposition n'a pas pour effet de faire figurer le défenseur des droits au nombre des pouvoirs publics constitutionnels. Et pouvoir public constitutionnel, ce sont des pouvoirs publics qui bénéficient, et ça répond à la question qui vient de m'être posée à l'instant par Jean-Yves Lecomte sur le plan budgétaire, pouvoir public constitutionnel, ça veut dire des autorités qui bénéficient du principe de l'autonomie financière. Et parce que cela relève de la séparation des pouvoirs. Et naturellement, d'abord, les assemblées parlementaires, c'est ce qu'il y a de plus évident, c'est dans la décision du Conseil constitutionnel relative aux lois de finances que le Conseil constitutionnel a ainsi défini. Et je dirais simplement que ces pouvoirs publics constitutionnels, c'est la présidence, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, la Haute Cour de justice et la Cour de justice de la République. Le Conseil constitutionnel a par exemple récemment précisé que n'est pas un pouvoir public constitutionnel le Conseil supérieur de la magistrature, ni le Conseil d'État, ni la Cour des comptes, ni le Conseil économique, social et environnemental. Et nous sommes donc dans cette même configuration, nous figurons dans la Constitution, nous ne sommes pas un pouvoir public constitutionnel, et ceci ne nous donne donc pas l'autonomie financière. Mais je répondrai tout de suite à Jean-Yves Lecomte que le fait que nous émargions sur des programmes qui sont dans les services du Premier ministre, notamment le programme 308, ne me pose, en tout cas, je parle de l'expérience que j'ai vécue depuis 11 mois, aucun problème. Je serai amené tout à l'heure à parler de notre indépendance à propos de notre installation, par exemple, dans des locaux uniques et de la mutualisation de certains services qui pourra en résulter. Mais très franchement, la direction des services administratifs et financiers des services du Premier ministre travaille avec nous tout à fait en confiance, en particulier avec Luc Machard, le directeur général des services. Je ne m'en plains pas. Autrement dit, je ne pense pas que le défenseur des droits serait un meilleur défenseur des droits s'il avait un autre statut en matière budgétaire et en matière financière. Je peux répondre très directement à votre question, monsieur Lecomte. Voilà ce que je voulais dire du statut, parce que il repose sur des choses qui sont certaines. C'est pas... Alors, c'est vrai que, je crois que c'est Gélard qui l'a dit, objet administratif ou non identifié ou quelque chose comme ça, mais en fait, il est bien identifié. Et c'est pour ça que je me suis permis de me référer au texte et en particulier au Conseil constitutionnel. Deuxièmement, nous sommes uniques aussi, effectivement, parce que nous sommes une institution qui résulte de la disparition de 3 autres et donc de la fusion de 4 institutions. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Et là-dessus, je me permets de vous dire que vous pouvez vous référer de manière très utile, mais je ne vais pas y revenir moi dans le détail, au rapport que la Cour des comptes a fait sur notre institution en octobre 2014, donc il y a à peine quelques mois, en application de l'article 58.2, c'est-à-dire à la demande de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, Madame Dalloz en particulier. Et sur cette base, la Cour des comptes a fait un rapport dont je crois qu'on peut dire
il constitue d'une certaine façon un satisfecit. Je voudrais simplement citer quelques faits. Ce qu'on appelle, et par là même je répondrai à Gérard Cornu, je répondrai à Michel Canvet, qui m'ont interrogé sur cet aspect des choses. Qu'est-ce que ça donne, cette réduction? Comment ça se passe? Quels problèmes ça peut poser? On a réduit, depuis que les 4 sont devenus une, on a réduit de 30% les fonctions support, c'est-à-dire qu'on a les fonctions de gestion budgétaire, RH, tout ça. Ça veut dire qu'on a fait une sacrée mutualisation, si j'ose dire, puisque c'est le mot qu'on emploie habituellement. On a vraiment, effectivement, joué à plein l'économie qui faisait qu'il n'y avait plus 4 administrations, mais il n'y en avait plus qu'une. Bon. Mais je veux dire, c'est bien de le dire, parce qu'on aurait pu ne pas le faire, si j'ose m'exprimer ainsi. Et la Cour des comptes l'a notamment constaté. Nous n'avons pas, il faut le dire, bénéficier notamment de crédits supplémentaires, comme quelquefois ça se fait quand on fait des opérations de fusion. Mon prédécesseur Dominique Baudis peut-être ne l'avait pas demandé, mais en tout cas, il n'y en a pas eu. Et pourtant, on a réussi à faire, comme je le dis, avec 4 maisons, une architecture unique. En l'espace de Dominique Baudis n'a été que 33 mois, malheureusement, du fait de sa maladie, en fonction, et pour autant, on a construit cette architecture unique à partir de ces 4 maisons, sans moyens supplémentaires, alors que, et je vais en dire un mot tout à l'heure, parce que je sais que la question des locaux est une question qui se pose pour d'autres autorités, mais pour nous, on a une petite histoire, si j'ose dire, particulière sur les locaux, et elle mérite d'être comptée à votre commission d'enquête. Nous avons, par exemple, eu des défis tout à fait considérables. Donc, on avait 4 locaux, on est passé à 2, mais on en a toujours 2, donc depuis 2011. On avait des écarts de salaire de 40% entre les personnels appartenant aux différentes institutions. On fonctionne aujourd'hui avec une masse salariale identique et même décroissante aujourd'hui, laminée, si j'ose dire, dans le cadre de notre plan triennal. Et pour autant, nous avons réussi à faire un cadre de gestion qui pousse à l'homogénéité autant que possible. Nous avons réussi à consacrer des crédits suffisants à la formation malgré cette pression et notamment à la suggestion des parlementaires. Nous sommes en train de mettre en place des actions de promotion et de communication. La Cour des comptes, comme les commissions parlementaires, ont souvent dit « mais vous ne faites pas assez pour mettre en avant votre institution ». Mais pour autant, nous avons optimisé les marchés en recourant systématiquement au marché interministériel, et ça nous a plutôt réussi. Nous avons géré plus rationnellement les recrutements, comme je l'ai dit, et nous avons, chaque fois qu'on a fait des recrutements, on s'est efforcé d'entrer dans le cadre de gestion qui a été défini en 2013 et de rendre plus homogènes les salaires. Je crois que au total, nous avons réussi en fait une fusion qui a permis de développer une institution, je vais en dire un mot dans un instant, tout en assurant une réduction des fonctions communes, tout en travaillant dans le cadre d'un programme triennal qui lamine notre masse salariale, qui réduit de 2 par an notre plafond d'emploi. Et donc, je crois que nous avons fait, et je le dis au secrétaire général à côté de moi, Richard Singor, secrétaire général des services, qui fait fonctionner notamment tous les services d'instruction et de promotion, nous avons été bons en productivité, à mon avis. Je pense qu'on peut le dire comme ça, si on veut bien confronter ces chiffres. Car, et je voudrais y insister 2 secondes, nous avons, en termes d'efficacité, tout de même
un palmarès qui n'est pas si mal. Entre 2010 et 2014, c'est-à-dire sur les 4 exercices, 11, 12, 13, 14, et bien que l'exercice 2014 ait été très particulier, puisque le premier semestre a été marqué dans le premier trimestre par la maladie, puis le décès de Dominique Baudis, et dans le deuxième trimestre par le fait qu'il n'y avait pas de défenseur des droits en titre, avant que je sois nommé en juillet 2014. De 2010 à 2014, le nombre de réclamations en matière de déontologie de la sécurité a augmenté de 210%. Entre 2013 et 2014, c'est 23%. Le nombre de dossiers pour les droits des enfants, plus 80% dans les 4 exercices. Et de 2013 à 2014, plus 10%. Pour la lutte contre les discriminations, plus 25% dans les 4 années, dont 24% de 13 à 14. Et sur la médiation, nous avons fait à peu près étal, entre 2013 et 2014, moins 5%. Et je vais y revenir, si vous le souhaitez, dans les questions. Mais en gros, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de médiateurs dans les d'autres administrations, dans les différents services, notamment les services qui sont en forme d'entreprise privée. Et dans beaucoup de cas, aujourd'hui, le médiateur principal, c'est-à-dire le défenseur des droits, est relayé ou même remplacé par d'autres médiateurs. Et donc, il est à peu près normal, à mon avis, que nous voyons le nombre total des dossiers plafonner. Mais en revanche, il y a des secteurs dans lesquels ça ne plafonne pas du tout, comme par exemple tout ce qui concerne les régimes sociaux, où, vous le savez, aussi bien en matière de retraite, par exemple, que d'assurance chômage, nous avons, au fur et à mesure où la réglementation se complique, au fur et à mesure où l'accès aux droits ressemble au labyrinthe antique, nous avons beaucoup de personnes qui s'adressent à nous, et de plus en plus. Je rappelle que la protection sociale et la santé, c'est 40% des 73 000 dossiers que nous avons traités en 2014, hein, c'est-à-dire tout de même, et j'ajoute, pour continuer à donner des indications sur notre efficacité, dans 70% des cas, nous réussissons nos interventions. Hein, nous réussissons à régler les problèmes, 75% en gros. J'ajoute, pour terminer sur cet aspect des choses, nous avons, dans la réunification, recréé un réseau territorial de, aujourd'hui, 400. Nous avons en ce moment 400 délégués territoriaux dans tous les départements, y compris les départements d'outre-mer. Je crois que c'est une des caractéristiques et un des éléments de l'efficacité du défenseur. Je rappelle que 80% des réclamations que nous traitons passent par les délégués. Hein. Nous ne sommes pas une organisation centralisée, nous sommes une organisation dans laquelle énormément de choses se passent dans les différents départements. Voilà ce que je voulais dire, et je termine cette petite exposé sur comment nous avons fait la fusion et quels résultats ça donne, en gros, par la petite histoire, effectivement, si j'ose m'exprimer ainsi, des locaux. Quand on se trouve devant les 4 institutions remplacées par le défenseur des droits, on a immédiatement pu passer de 4 baux de location à 2. Parce qu'il se trouve que le bail de la défenseur des enfants et le bail de la Commission nationale déontologie de la sécurité pouvaient être dénoncés. Ils l'ont été, donc disparition. Restaient 2 baux, qui étaient celui de la Halde, le plus important, rue Saint-Georges, et celui du médiateur, rue Saint-Florentin. Dans ces baux, il n'y avait pas de clause de dénonciation. Et donc nous étions dans la perspective que leur échéance normale, qui était novembre 2014, doivent être respectées.
Et c'est pour ça que Dominique Baudis a bataillé pendant 2 ans pour essayer de faire en sorte que l'on puisse proposer aux défenseurs des droits une localisation unique dans un délai très rapide, et en tout cas avant la fin de ces baux, pour ne pas avoir, en quelque sorte, à les prolonger dans les locaux actuels. Mais cette bataille, il l'a perdue, parce que nous nous sommes inscrits, et je vais en dire un mot dans un instant, dans le projet fait par les services du Premier ministre de rénovation de l'ensemble immobilier Ségur-Fontenoy dans le 7e arrondissement. Pour la partie Fontenoy destinée à devenir une maison des libertés, CNIL, défenseur des droits, et nous avions pensé, nous avions demandé, Dominique Baudis avait demandé, qu'on puisse y entrer fin 2014. Les services du Premier ministre, il y a eu une longue bataille, y compris une lettre envoyée par Jean-Marc Ayrault, lui-même le Premier ministre, aux défenseurs des droits en avril 2013, dont on concluait qu'on ne pouvait pas faire les travaux à cause des procédures, etc. On ne pouvait pas faire les travaux avant. Et donc aujourd'hui, les baux ont été renouvelés. Ils ont été renouvelés naturellement au niveau où vous l'avez vu dans les réponses que j'ai données au questionnaire. Ce sont des sommes extrêmement importantes. Et dans l'état actuel des choses, nous sommes destinés à emménager fin de l'été, début de l'automne 2016 dans ces locaux rénovés de Fontenoy. Ce que je veux dire, c'est que moi, je me suis, depuis que je suis arrivé l'année dernière, pleinement engagé dans cette réunification, sans aucune réserve, dans cette réunification et dans cette installation dans ces locaux uniques. Un des premiers rendez-vous que j'ai eu lorsque je suis arrivé le 18 juillet dernier, rue Saint-Florentin, c'est d'aller voir le secrétaire général du gouvernement de l'époque, Serge Lasvigne, et en gros de lui dire, écoutez Serge, est-ce que cette affaire tient? Est-ce que vous me garantissez que oui, ok, on passe un contrat, on y va. Donc, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est un travail avec le nouveau secrétaire général Marc Guillaume et avec les services du Premier ministre, un travail pour concilier les bénéfices de la nouvelle installation, c'est-à-dire, en gros, la mutualisation, avec l'indépendance, qui est naturellement la caractéristique essentielle de mon institution. Et je pense que nous allons y parvenir, en tout cas, c'est dans quoi je suis aujourd'hui engagé. Si vous permettez, je ferai 2 remarques supplémentaires pour aller dans le sens des préoccupations que vous avez émises tout au long de ce mois d'audition que vous avez fait, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Premièrement, nos procédures. Je sais que dans une institution qui a un caractère assez particulier, on pouvait se poser effectivement la question, mais est-ce que, par exemple, vous mettez bien en œuvre les principes que vous êtes chargé d'ailleurs de faire respecter, du procès équitable, du contradictoire, etc. Et alors, je réponds d'abord, je l'ai d'ailleurs, je crois, adressé avec le questionnaire, notre guide des procédures. Notre guide des procédures, si quelqu'un d'entre vous a eu le loisir de s'y pencher, est très complet, a été établi principalement par Richard Senghor, et il s'appesantit beaucoup sur la nécessité continue du contradictoire. Ce qui d'ailleurs présente par ailleurs une faiblesse, c'est qu'on nous reproche quelquefois les délais que nous prenons pour prendre nos décisions, mais c'est aussi parce que chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, nous allons demander à l'autre, par exemple le réclamant et le mis en cause, de nous dire ce qu'il en pense, de telle sorte, ou bien nous le faisons, par exemple pour les affaires de déontologie de la sécurité, nous sommes amenés à faire des auditions contradictoires entre mis en cause et réclamant. Mais au-delà de cette réponse qui est ce que nous avons mis en place nous-mêmes et qui, je crois, fonctionne et rend nos décisions, nos analyses juridiques assez largement irréfragables, je voudrais souligner que les
hautes juridictions, c'est-à-dire nos deux cours supérieures, la Cour de cassation et le Conseil d'État, ont reconnu toutes les deux, à propos de la HALD, mais c'est exactement la même chose pour le défenseur des droits, que, effectivement, nous mettions en œuvre les principes. La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juin 2010, a dit les dispositions qui prévoient que la HALD a la faculté de présenter des observations portées à la connaissance des parties ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes, dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement en ces observations, et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire. Dans une autre décision, dans un autre litige, Chambre sociale 2 février 2011, à propos de BNP Paribas, la société mise en cause, donc, avait soulevé devant la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité, estimant que les dispositions permettant à la HALD d'intervenir à l'instance étaient contraires à la Constitution, en ce qu'elle méconnaissait les droits de la défense et le droit à un procès équitable, ainsi que les prérogatives du ministère public et l'indépendance de l'autorité judiciaire. La Cour a jugé que les dispositions qui prévoient que la HALD, laquelle n'a pas la qualité de partie intervenante, a la faculté de présenter des observations portées à la connaissance des parties, ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et les droits de la défense, non plus que l'indépendance de l'autorité judiciaire, envisagée aussi bien en la personne du ministère public qu'en celle du juge, dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations, que le ministère public reste défenseur de l'ordre public et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire. Et, conclusion de la Cour de cassation, il n'y a pas lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Le Conseil d'État, en qualité de juge de cassation, a jugé qu'une cour administrative d'appel n'avait pas méconnu les exigences du procès équitable découlant de l'article 6 de la CEDH, alors même que la haute autorité, c'est-à-dire la HALD, avait précédemment adopté une délibération retenant de la part du mis en cause des pratiques de discrimination sexiste et de harcèlement moral, dès lors que les parties se trouvaient en mesure de répliquer par écrit et oralement aux observations de la haute autorité et qu'il revenait au juge d'apprécier la valeur probante de ces observations soumises au débat contradictoire. Dans une affaire ça c'était en juge de cassation, dans une affaire de recours pour excès de pouvoir, l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État, 11 avril 2012, qui est une affaire qui concernait le GISTI, a confirmé cette position à l'égard de la haute autorité, la HALD. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, n'avait fait, au moment de l'examen de la loi, aucune objection sur cette affaire. Je serai amené à répondre à d'autres questions, si vous le souhaitez, sur ces questions-là, c'est-à-dire sur la manière dont nous permettons l'accès au droit en étant nous-mêmes parfaitement respectueux du droit, si je veux dire, ce qui paraît la moindre des choses, mais comme vous le savez, l'adage le dit, cordonnier, souvent, voilà, c'est ça, c'est toute la question. Enfin, je termine, Madame la Présidente, en disant que, dans le sens de vos préoccupations, le défenseur des droits, Dominique Baudis, et moi, aujourd'hui, nous avons un grand souci d'entretenir des relations extrêmement fréquentes et précises avec le Parlement. Maintenant, j'ai posé le principe avec les deux commissions des lois de 2 rencontres par an, donc de rencontres semestrielles avec les commissions des lois pour discuter librement de ce que nous faisons, de ce que nous avons envie de faire, etc. Je l'ai fait et avec la commission du Sénat et avec la commission de l'Assemblée, et je compte à l'automne reprendre une nouvelle réunion. Je le fais naturellement étroitement avec les présidents des 2 assemblées. La Constitution me le demande, mais j'ai ajouté à ça, je dirais, le fait que je suis allé voir les 2 présidents pour leur remettre des rapports, par exemple, sur les droits des enfants, enfin, pour attirer leur attention sur un certain nombre de questions qui me paraissent importantes. Et puis, tout simplement, j'ai relevé
en allant ce matin rencontrer à sa demande la mission d'information sur GPA et PMA, le droit français à la lumière des évolutions jurisprudentielles, j'ai relevé qu'avec l'audition à laquelle je participe cet après-midi, ça sera depuis le 1er janvier, donc en 5 mois et demi, 17 auditions que auxquelles j'aurai participé devant le Parlement, devant les deux chambres, et en particulier très nombreuses au Sénat, soit de ma propre initiative, rarement, mais surtout à la demande des différentes formations du Parlement et en particulier du Sénat. Et je dis de manière très claire que le défenseur des droits n'a aucune prétention politique, bien entendu, bien au contraire, il doit être totalement indépendant, mais que son action a pour effet, pour but et pour effet de répondre à une demande sociale exactement comme le député et le sénateur, comme le maire, le conseiller régional ou le conseiller départemental le fait. Nous le faisons avec d'autres moyens, à partir d'autres analyses qui sont juridiques et qui ne sont pas partisanes ou idéologiques, mais je pense que le défenseur des droits est un bon appui pour les parlementaires, et en tout cas, moi, c'est comme ça que dans les 5 ans qui me restent à courir dans mes fonctions, je compte continuer à pratiquer, à la fois pour faire valoir les points de vue, et notamment les réformes que je juge souhaitables, mais aussi pour faciliter le travail des parlementaires lorsque, par exemple, ils examinent certains projets dans lesquels des droits fondamentaux peuvent être inclus ou des droits sociaux peuvent être organisés différemment. Ça vaut la peine, à mon avis, que le défenseur, je rappelle que nous sommes 230 experts juridiques, en quelque sorte, c'est une machine à produire de la ressource juridique qui, à mon avis, mérite d'être encore mieux utilisée par le Parlement. Et en tout cas, Madame la Présidente, c'est ce que j'essaye, moi, à mon niveau, de faire. Je répondrai au fur et à mesure des questions, aux questions posées auxquelles je n'ai pas répondu de Michel Canvet et notamment les 2 questions qui m'ont été posées par le président Touraine et par le président Triard sur les mineurs isolés étrangers. Mais il vaudrait mieux que Monsieur le rapporteur puisse d'abord poser ces questions. En tout cas, merci de cet exposé, Monsieur le défenseur des droits, extrêmement complet et qui est une mine déjà de réflexion. Monsieur le rapporteur. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le défenseur des droits, d'abord, merci de la qualité de votre intervention, au-delà du talent et de l'expérience des 17 auditions que vous avez réalisées depuis le début de l'année. Je pense que dans 5 ans, on viendra assister à ces auditions. Plus sérieusement, et je voulais aussi vous remercier de la qualité du document que vous nous avez adressé et des renseignements qui y figurent. Bon, je crois que le fait que le défenseur des droits soit une autorité administrative indépendante, non seulement ça ne doit pas choquer grand monde, mais je crois que c'est le bon moyen et la bonne méthode. Bien sûr que si le défenseur des droits n'était pas indépendant, ça poserait un véritable problème de fond. Alors, l'indépendance, c'est souvent aussi le moyen de l'indépendance. Et le moyen de l'indépendance, c'est presque toujours la question financière. Vous nous avez exposé quelles étaient les évolutions, les efforts qui ont été réalisés de mutualisation. Et je crois que c'est la démonstration que certains regroupements peuvent se faire avec un bénéfice pour les budgets. Sous les criailleries. Oui,
j'ai des souvenirs aussi. J'ai des souvenirs d'entretien avec des autorités regroupées qui savaient se défendre. Pas toujours avec succès, mais sur ces questions financières, dans la réponse que vous nous avez faite, vous nous avez dit l'augmentation du plafond d'emploi ne permet pas de faire face aux besoins réels de l'institution au regard des orientations stratégiques et aux priorités d'action du défenseur des droits fixées par vous-même pour les années à venir. Ça, c'est quand même une question, c'est une question importante. Parce que si le défenseur des droits considère que au niveau des emplois, il ne peut pas faire face aux besoins réels de l'institution par rapport à ses orientations stratégiques, ça veut dire que si c'est le cas, vous n'allez pas pouvoir répondre efficacement, à la fois dans le temps et peut-être dans la qualité, aux questions de nos concitoyens. Donc ça, c'est ma première question. Comment voyez-vous les choses et quelles sont les mesures que vous envisagez pour pouvoir faire face? J'ai une deuxième question d'ordre plus général. Bon, sachant que, comme je l'ai dit, je vois pas il n'y a pas de contestation sur votre statut, qui est d'ailleurs, vous l'avez rappelé vous-même, assez unique, bon, et qui garantit normalement votre indépendance. Vous venez de vivre un regroupement qui paraît s'être réalisé dans de bonnes conditions. Considérez-vous qu'on peut aller plus loin, c'est-à-dire regrouper encore avec vous quelques autorités au Conseil? Vous savez, nous avons nous avons un foisonnement et une qualité imaginative à la fois de l'exécutif et du Parlement qui permet la multiplication, pas des petits pains ni des budgets, mais des autorités administratives et des hauts conseils. Donc, est-ce que vous voyez des autorités qui pourraient être encore regroupées avec vous? Nous connaissons le problème du contrôleur général des lieux privatifs de liberté. Vous savez comme moi quelle a été la position du Sénat découlant de la personnalité du contrôleur général de M. Delarue. Est-ce que vous pensez que maintenant, sans que ce soit à échéance forcément ultra rapide, que c'est un regroupement qui peut ou qu'il serait raisonnable d'envisager? Est-ce qu'il y en a d'autres? On peut penser à la CADA, on peut penser à la CNIL. Rien n'est... En tout cas, on doit pas s'interdire de réfléchir là-dessus. Et votre opinion, votre sentiment là-dessus est important, parce que justement, le défenseur des droits, ça a une signification, déjà par le mot lui-même et par le poids qu'a pris et que prendra encore plus cette autorité administrative indépendante. Donc ça, ce sont mes deux premières questions. Troisième question, le défenseur des droits a un pouvoir d'injonction, y compris à l'égard du gouvernement. Avez-vous souvent recouru à ce pouvoir d'injonction? Et qu'est-ce qui se passe s'il y a un refus d'appliquer la recommandation que vous enjoignez de suivre? Bon, je crois que c'est aussi quelque chose d'important de voir la suite des injonctions, des recommandations que vous prenez. Voilà mes trois premières questions. J'en aurai peut-être deux autres tout à l'heure, mais je crois que déjà la réponse à ces trois questions nous permettrait d'avancer. Madame la Présidente, je vais répondre aux questions du rapporteur, et pour l'une d'entre elles, ça me permettra aussi de répondre à une question qui a été posée par Michel Canvet en même temps. Question effectivement que j'ai d'une phrase assez affirmative évoquée dans la réponse au questionnaire, dont je viens de parler tout à l'heure lorsque j'ai répondu à Jean-Yves Lecomte, la question des moyens. Il est clair que
la perspective que nous avons, c'est, et je l'ai dit dès le 9 juillet 2014, dans cette maison, lorsque j'ai été entendu par la commission des lois dans le cadre de la procédure de l'article 13 de la Constitution. Bien. Deux priorités. Développer l'accès au droit. C'est-à-dire que, en gros, il existe encore beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils ont des droits, qui ne savent pas comment y parvenir, et notamment qui ne savent pas qu'il peut exister un défenseur des droits qui peut les y aider. Bien. C'est ce que j'ai eu l'occasion d'appeler les noms publics de l'action publique, qui existent dans tous les domaines d'ailleurs, bien entendu. Et je crois que une de nos vocations, avec bien d'autres naturellement, c'est de faire en sorte que nous développions ce qui veut dire très clairement que je dois me préparer à traiter non pas 110 000 demandes, puisqu'en gros on a 110 000 demandes dont on tire 73 000 dossiers qu'on instruit, parce qu'il y a 25% qui sont évidemment hors de notre compétence et tout ça. Bon. Mais au lieu donc de traiter 110 000, peut-être 150, peut-être 200, peut-être 300. Donc il y a ce besoin-là. Bon. Et puis deuxièmement, il est clair qu'il faut aussi que notre action soit plus forte et plus porteuse sur certains sujets qui sont de vrais sujets de société aujourd'hui et dans lesquels je crois que le défenseur des droits a une responsabilité. J'en prends un seul exemple que j'ai commencé à mettre en œuvre depuis le mois d'octobre dernier, mais qui a reçu, si j'ose dire, une sorte d'illustration tragique dans les événements qui se sont déroulés les 7, 8 et 9 janvier dernier, c'est le lancement d'un mouvement, d'une plateforme défense de l'égalité contre le racisme, dans laquelle je voudrais, avec des partenaires de toute nature, faire en sorte que, face à cette espèce de mouvement que nous voyons à la fois dans le monde réel et dans le monde virtuel, depuis une dizaine d'années, mouvement de rejet, mouvement d'exclusion, mouvement de haine de l'autre, en parole et en acte, essayer de faire en sorte que, dans notre société, se développe, dans une espèce de contre-offensive, si j'ose dire, une attitude et un discours de tolérance, de respect, qui repose sur ce qui est mon objectif, l'égalité. Et donc, entre tous, il y a 8 milliards d'hommes et de femmes qui vivent à la surface de cette terre, ils ont une égale dignité en tant que personnes humaines et ils sont égaux en droit, c'est clair. C'est pour ça que sont faits les droits de l'homme et que c'est ces droits fondamentaux que je cherche à défendre. Tout ça, naturellement, ça implique que nous allions au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc, la question, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, elle est très simple. Effectivement, je souhaite que, en respectant naturellement les principes d'une certaine rigueur budgétaire qui est de saison et qui le restera, naturellement, que nous ayons notamment quelques effectifs supplémentaires. J'ai fait des demandes en prévision du PLF 2016 et elles sont actuellement soumises à l'arbitrage du Premier ministre. Mais je voudrais aussi, naturellement, faire des efforts de redéploiement à l'intérieur de la maison. J'ai déjà évoqué le travail que nous faisons sur les fonctions support et je suis en train de le faire. En gros, faire en sorte que les fonctions de gestion accordent, je dirais, quelques postes qui seraient transférés sur les fonctions d'instruction et sur les fonctions de production. Et puis, troisièmement, monsieur le rapporteur, j'attends aussi des effets de la mutualisation à laquelle nous allons procéder, des mutualisations auxquelles nous allons procéder quand on va s'installer à Fontenoy. Je pense que ça peut faire des économies de postes, des économies de dépenses, et j'entends, comme je dirais, c'est tout à fait normal, qu'une partie de ces économies, en quelque sorte, me soit reversée pour me permettre d'améliorer mes moyens. Aller plus loin, monsieur le rapporteur, dans les fusions et dans les regroupements. Vous avez évoqué, et M. Canvet l'a évoqué aussi,
la question de la contrôleur générale des lieux de privation de liberté. Je dis tout de suite de la manière la plus claire que je n'ai aucune revendication à ce sujet et que je laisse le soin aux autorités politiques et aux législateurs d'en décider s'ils le veulent. Dans l'état actuel des choses, nous fonctionnons, Adeline Hazan et moi, côte à côte. Les détenus nous saisissent l'un ou l'autre. Quand des questions générales d'organisation des détentions se posent, c'est plutôt la contrôleur générale. Lorsqu'il s'agit des droits, et des droits de toute nature d'ailleurs, des détenus, y compris par exemple les droits sociaux, les droits familiaux, c'est naturellement nous qui nous en occupons, et en particulier nos délégués territoriaux. J'ai 160 lieux de détention dans lesquels il y a des permanences de nos délégués territoriaux. Donc, je dirais, monsieur le rapporteur, et vous avez eu l'élégance de le dire vous-même, si nous sommes dans la situation où nous sommes aujourd'hui, alors que, à l'origine, il avait été dit, à la fin du mandat de Jean-Marie Delarue, on envisagera la fusion, c'est parce que une proposition de loi sénatoriale a été déposée, examinée, votée. Elle est devenue la loi du 24 mai 2014 qui a, je dirais, conforté l'existence et les pouvoirs du contrôle général de manière séparée. Voilà exactement ce qu'il en est, mais pour ma part, je n'ai pas de revendication. Vous avez posé la question, est-ce qu'on pourrait réfléchir à d'autres institutions qui, aujourd'hui, pourraient éventuellement entrer dans le même giron? C'est poser la question, monsieur le rapporteur, de qu'est-ce que c'est l'institution nationale droits de l'homme dans notre pays. Nous sommes un pays, contrairement à beaucoup d'autres, où l'INDH, reconnu au titre de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, au titre de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, est une commission consultative qui s'appelle la Commission nationale consultative des droits de l'homme, que préside aujourd'hui Christiane Laserge. Et dont d'ailleurs les mandats se terminent maintenant cet été. Et il est évident que le gouvernement, le Parlement, pourrait très bien se poser la question de savoir si l'institution consultative, mais reconnue comme INDH, et de l'autre côté, l'institution qui n'est pas reconnue comme l'INDH, mais qui est en fait le mécanisme de suivi, notamment de l'application des décisions de la Cour européenne de Strasbourg, c'est-à-dire nous, ne pourrait pas faire pot commun, je dirais, et avoir les fonctions tribuniciennes, prétoriennes de l'une, avec le travail effectif de réalisation des droits que nous faisons nous-mêmes. C'est une question. Mais on peut se poser aussi, alors je crois que ce n'est pas une autorité administrative indépendante, mais je pose aussi la question, par exemple, il existe un Haut Conseil égalité femmes-hommes qui a été institué par une loi de 2013 et qui traite d'un sujet qui est le nôtre, l'égalité. Bon. Et enfin, pour parler de quelque chose de beaucoup plus récent, dans la loi renseignement a été créée une nouvelle institution qui remplace la CNDS, qui est la CNCTR, donc le contrôle des techniques de renseignement. Après tout, posons-nous aussi la question. Autrement dit, monsieur le rapporteur, je suis prêt à faire avec vous œuvre d'imagination. Je n'ai aucune revendication, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que j'ai déjà beaucoup de travail, mais je pense qu'on peut effectivement rationaliser les choses. Enfin, monsieur le rapporteur, si quelqu'un refuse d'appliquer nos décisions, il existe une procédure dans la loi organique qui s'appelle le rapport spécial, c'est-à-dire nous publions notre décision au journal officiel, mais ça veut dire souvent aussi que nous nous débrouillons pour la publier dans le journal qui va bien, et par exemple qui est dans le département où se trouve la personne qui ne veut pas
appliquer nos décisions. Je pense que c'est une sorte de système de dissuasion qui n'est pas inefficace. Mais j'ajoute que nous ne disposons pas effectivement d'un pouvoir de sanction, contrairement à d'autres AI qui, justement, ont été faites, si j'ose dire, pour pouvoir appliquer des sanctions, des amendes administratives. Est-ce que il conviendrait de nous donner ce pouvoir? C'est une question peut-être qui peut être posée. Il existe certains domaines, comme par exemple la condamnation des discriminations, dans lesquelles on pourrait imaginer que ça puisse naturellement s'appliquer. Et alors, selon le système de certaines AI, ça pourrait nous permettre de constituer des ressources propres, puisque c'est comme ça aussi que ça fonctionne pour certaines d'entre elles. Je voudrais, Madame la Présidente, répondre aussi brièvement que possible aux questions qui ont été posées sur les mineurs isolés étrangers par le président Touraine et par le président Triard, leur dire que ce qu'ils disent est naturellement frappé au coin du bon sens. Et je sais très bien combien de présidents de conseils généraux ou de conseils départementaux aujourd'hui se trouvent pris dans un dilemme qui est à la fois administratif, financier et humain, simplement. Entre la nécessité d'assurer leurs compétences en matière de protection sociale de l'enfance au profit de tous les enfants et en même temps celle qui leur a été également confiée de prendre en charge les mineurs isolés étrangers. Et je crois que, pour ma part, je ne fais aucune préférence pour les uns ou les autres. Vous savez que je suis porteur, par exemple, de beaucoup des dispositions qui sont aujourd'hui en discussion dans le cadre de l'examen de la proposition de loi sénatoriale sur la protection sociale de la France, qu'on appelle aujourd'hui la proposition Meunier, qui était Meunier-Digny et qui maintenant est Meunier. Je suis extrêmement soucieux de ces questions. Je viens de tenir ce matin la réunion du collège droit des enfants, dans lesquelles une des préoccupations que nous avons, c'est de voir comment nous pourrions améliorer toutes les procédures de suivi, notamment des enfants en danger et des enfants maltraités qui aujourd'hui se trouvent échappés quelquefois à la fois aux services sociaux et à la justice quand c'est nécessaire. Donc il est clair, et je le dis au président Triard aussi, que notre fondement, c'est les droits des enfants. Nous sommes le mécanisme de suivi de la Convention internationale des droits des enfants et en particulier le fameux intérêt supérieur de l'enfant. J'ajoute, pour répondre au président Triard, que dans le cas qu'il a évoqué, là, en parlant notamment d'Orly et en quelque sorte, l'organisation par des passeurs probablement de fraude, il existe une réponse, c'est la zone d'attente. Nous disons, en vertu des droits des enfants, qu'il ne faut pas maintenir des enfants en zone d'attente ou dans des zones de privation de liberté, mais nous ne disons pas qu'il ne faut pas appliquer les lois, et en particulier lorsque on a affaire, comme le disait le président Triard, à des soupçons de fraude manifeste. En tout cas, je dis au président Touraine que moi je suis parfaitement réceptif à ce qu'il dit. Je connais bien des exemples de présidents de conseils départementaux, effectivement, et notamment à la suite de la mise en œuvre de la circulaire de Christiane Taubira de mai 2013 qui consiste à répartir les MIE dans différents départements pour qu'ils ne soient pas systématiquement concentrés sur la Seine-Saint-Denis et sur la ville de Paris. Je connais ces problèmes et j'ai l'intention d'ailleurs, de manière plus générale, de faire d'ici la fin de l'année un examen général de toutes ces questions. On en parlera probablement aussi dans l'avis que je vais donner sur le projet de loi immigration, enfin le projet de loi étranger qui va venir là au mois de juillet en discussion au Parlement. À Monsieur Lecomte, je veux simplement dire que quand je me saisis d'office, ça fait
partie de mon travail. Je traite les dossiers dont je me suis saisi d'office exactement de la même manière et pas aux dépens des autres. Il se trouve simplement que la saisine d'office, c'est une disposition qui a été prévue dans la loi pour faire en sorte que, justement, on puisse accéder au droit, même si tel ou tel est tellement, je dirais, éloigné de l'idée que son droit puisse être réalisé, qu'il ne vient même pas le réclamer. Ou quand on est dans des situations où, manifestement, la situation est tellement tragique qu'il est important qu'on essaye d'en tirer des conclusions. Je prendrai comme exemple, simplement, tout le monde en a parlé, à la fin de l'année dernière, ce maire de l'Essonne qui avait refusé d'inhumer un petit bébé, pour dire les choses comme elles sont, parce que c'était un enfant rom, et je me suis saisi, et en l'espace de 10 jours, j'ai dit le droit, et les choses se sont extrêmement bien passées. Voilà. Merci beaucoup. Merci, madame. D'autres questions? Alors, je remercie Monsieur le défenseur des droits de sa réponse en ce qui concerne à la fois son absence de revendication, mais tourné de manière très diplomatique, je constate que ça n'exclut pas d'envisager de nouvelles évolutions, en tout cas sous la responsabilité du législateur et de l'exécutif. Bon. Et je ne peux que m'en réjouir. Je voudrais avoir votre réponse sur la manière dont vous formulez vos avis quand il s'agit de projets de loi ou de propositions de loi, sachant que j'ai sous les yeux la liste des avis que vous avez donnés sur des textes législatifs d'origine exécutive ou d'origine parlementaire, et que quand on voit cette liste, d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a des textes qui apportent de nouveaux droits. D'ailleurs, et vous allez souvent dans ce sens, et vous l'avez encore fait ce matin. Et puis, il y a des textes qui peuvent permettre, même si ça ne figure pas dans les objectifs affichés, de restreindre les droits. Qui risquent. Voilà. Et donc, je voulais savoir comment, techniquement, vous faites. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, les choses sont extrêmement simples. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière générale, je crois que notre rôle doit se porter sur toute la chaîne des droits. En amont, lorsque on en discute, comme vous le dites très bien, pour les accroître ou pour les contrôler ou pour les limiter, et en aval, dans l'exécution, naturellement, par les services publics ou par les forces de sécurité, comme par exemple quand il s'agit de déontologie de la sécurité. Entre les deux se trouve l'application par les juridictions, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous intervenons auprès d'elles, nous présentons des observations à titre d'amicus curiae, et dans la décision qui va être prise après-demain par la Cour de cassation sur les enfants nés de GPA à l'étranger, nous avons apporté des observations très détaillées dans le sens de « il convient d'appliquer la décision de la Cour européenne des droits de l'homme ». Je pense que vraiment, nous sommes utiles à tous sur toute la procédure. Après, on voit bien, on le sait, parce que on lit l'actualité, on suit ce qui se passe, des associations nous saisissent, des juristes, des personnes nous saisissent, le Parlement, bien entendu, lui-même procède à beaucoup d'examens préalables à l'examen des propositions, des projets de loi, et nous saisit pour avis. Et je pris en gros l'idée suivante. Je crois qu'il ne faut pas que je sois réticent à aucun moment
à m'exprimer. Je le fais, encore une fois, sans aucune prétention politique, mais à mon niveau, je crois qu'il est utile que je le fasse. Donc, autrement dit, ma tendance est plutôt, que ce soit motu proprio ou que ce soit à la demande, à m'exprimer. Les avis que je donne sont des avis qui sont constitués toujours de la même façon, soit sur l'esprit général de la loi, soit article par article. Je les reprends et je les confronte. Un exemple de ce que je dis, par exemple, c'est le travail que nous avons fait extrêmement détaillé. Et j'ai la faiblesse de demander aux membres de la commission d'enquête de s'y référer. Le travail extrêmement détaillé que nous avons fait sur le projet de loi droit d'asile, que nous avons fait à la fois auprès de Sandrine Mastier à l'Assemblée et que nous avons fait auprès de M. Buffet ici. Nous pensons que sur ce type de sujet, il y a des données essentielles qui sont en cause et nous les avons traitées telles quelles. Et nous avons dit naturellement qu'il y avait des tas de choses qui, pour dire les choses comme elles sont, n'allaient pas. Donc nous partons d'une confrontation avec les principes. Les principes se trouvent dans la Convention européenne, se trouvent dans les textes de l'ONU, se trouvent naturellement dans la jurisprudence constitutionnelle et celle de nos cours suprêmes. Les textes de loi, la jurisprudence qui en est tirée, et nous confrontons. Et puis, nous prenons aussi en compte ce que j'appelle la demande sociale, c'est-à-dire nous savons par les réclamations que tel ou tel texte actuel ne fonctionne pas. Si la proposition de modification qui en est faite nous paraît, si j'ose dire, aggraver la situation, eh ben, on le dit. Ou si elle nous paraît insuffisamment faire face aux besoins, on le dit aussi. Exemple, dans le projet de loi santé, pour parler vraiment d'autre chose, si j'ose dire, dans le projet de loi santé, il y a une disposition qui, très timidement, permet éventuellement aux parents de participer à l'hospitalisation des enfants. Or, dans la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est une des choses fondamentales, c'est que l'enfant malade puisse continuer à bénéficier du soutien de sa famille, en gros. Bon, eh ben, j'ai dit que ce qui a été voté, c'est pas grand-chose et qu'il faudrait aller plus loin. Voilà. Bon, c'est un exemple de ce que... Et donc, ensuite, ces avis, je pense que c'est un grand intérêt pour nous et pour vous. Ils sont systématiquement rendus publics. Ils sont rédigés dans une forme aussi précise que possible, au-delà de l'expression orale que j'en fais ou que mes adjoints en font, et ils sont publiés parce que, ils sont publiés d'abord souvent au titre des documents parlementaires, mais ils sont publiés parce que, en gros, 15 jours après, une semaine ou 15 jours après, ils sont systématiquement mis en ligne sur notre site, comme d'ailleurs la totalité de nos décisions, de nos recommandations individuelles ou de nos recommandations générales. J'ajoute, monsieur le rapporteur, que depuis le 15 mai, nous, donc depuis maintenant un peu plus d'un mois, nous avons, grâce notamment au travail des services de l'informatique de notre maison, mis en place une nouvelle configuration de notre site Internet. Je crois qu'elle est beaucoup plus accessible au grand public, y compris au grand public handicapé, et je pense que c'est une des façons aussi de développer l'accès au droit. Oui, d'ailleurs, je constate que votre site Internet, contrairement à d'autres autorités administratives indépendantes, ne prend pas une partie de son espace pour autoproclamer, avec article de presse à l'appui, les mérites de l'institution, ce qui doit être souligné. Tout le monde. Non, mais j'essaye. Vous avez vu peut-être dans la dernière mouture, on entre sur ce que Stendhal aurait appelé un petit fait vrai, c'est-à-dire une histoire vraie. Et je pense qu'une des meilleures façons de faire en sorte que les gens comprennent
qui a des droits, qui a un défenseur des droits, etc., c'est de leur raconter une histoire de droits qui existaient mais qui n'étaient pas réalisés, et comment est-ce qu'on arrive à le réaliser. Et à ce moment-là, ils peuvent s'identifier avec cette situation. J'aurais encore deux questions. Une, elle n'est pas perfide. Quand on dit ça, on s'attend au pire. Mieux se méfier. Avez-vous été saisi, puisque sur les 110 000 dossiers, avez-vous été saisi sur le comportement d'autres autorités administratives indépendantes? Parce que je peux dire, je pense qu'il y a matière. Alors je comprends que peut-être vous n'ayez pas... Mais... Monsieur le Président, comme vous le savez mieux que personne, je viens de recruter il y a 2 mois comme attaché parlementaire France de Saint-Martin, qui était dans une de ces autorités administratives indépendantes, la commission de régulation de l'énergie, après avoir fait un passage ici. Je ne crois pas que la Creux nous ait jamais posé de problème, et je n'ai pas le sentiment que... Ça, c'est déloyal. On peut peut-être évoquer l'idée, ça intéresse peut-être monsieur Lecomte, que nous avons quelquefois des réclamations contre des autorités étrangères, contre des médiateurs étrangers ou contre des autorités comme ça. Mais là, nous sommes complètement limités dans notre action. Non, je parle bien des nôtres. Vous le savez, et je pense que vous avez vu notamment, puisque vous avez reçu monsieur Dandelot. Rien ne l'interdirait, monsieur le défenseur des droits, que quelqu'un vous saisisse sur un litige à propos d'une autre autorité. Oui, rien ne l'interdit. On est d'accord. Donc c'est pour ça que la question du rapporteur n'était pas anodine. Voilà. Non, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans mon avis sur la loi renseignement, j'ai dit à la fin de mon avis, un petit paragraphe chapeau, si j'ose dire, enfin pas chapeau, il n'était pas en tête, mais il était à la fin, un petit paragraphe parachute ou balai, dans lequel j'ai dit, de toute façon, tout ce qui est fait là n'enlève rien à la compétence du défenseur des droits, qui pourra, par exemple, s'il est saisi, aller demander à la CNCTR pourquoi elle a fait ça ou pourquoi elle a fait ça. Voilà. Donc, je dirais qu'on a une sorte de compétence fédérative, je dirais, qui peut répondre à votre question, en tout cas, mais on n'a pas d'expérience. Voilà. Monsieur le rapporteur, pas d'autres questions? Mes chers collègues, est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Oui, Louis-Jean Nicolaï. J'ai juste une question sur les relations internationales il marche, oui. Sur les relations internationales, quelle position prenez-vous avec les autres pays à la fois européens ou là où il y a des difficultés dans certains continents? Est-ce que vous avez un rôle ou vous restez simplement sur l'État français, le seul français? Alors, premièrement, je m'occupe de la situation des Français de l'étranger. Je dirais que peut-être, et leurs représentants parlementaires me le disent, donc je le dis avec eux, je ne m'en occupe peut-être pas suffisamment, et je pense qu'une des mesures que je voudrais prendre, ça serait de voir comment je pourrais rétablir, parce que ça existait à une époque, 1 ou 2 délégués qui pourraient être installés dans certains pays et répondre mieux aux questions des Français de l'étranger. Je n'ai pas naturellement de compétences vis-à-vis des gouvernements ou des administrations étrangères, mais en revanche, Monsieur Nicolaï, je poursuis une action très importante à l'échelon européen comme à l'échelon international de coopération et d'échanges à l'intérieur de réseaux. Par exemple, il existe au niveau de l'Union européenne un réseau qui s'appelle Equinet. C'est le réseau de toutes les institutions qui luttent contre les discriminations et promeuvent l'égalité. J'étais il y a 8 jours, j'ai passé la matinée avec le Centre fédéral belge
pour l'égalité des chances. Donc, des réseaux européens, réseaux de médiateurs, réseaux donc d'institutions égalité, mais aussi réseau qui s'appelle ENOC, qui est le réseau des défenseurs des enfants. Et de la même façon, sur le plan international, par exemple, nous avons une association des ombudsman et médiateurs francophones qui va de Québec jusqu'à la Wallonie, en passant par le Mali, le Sénégal et la Roumanie. Nous essayons, à travers ces partenariats internationaux, ce que nous essayons, c'est en fait d'échanger, notamment nos bonnes pratiques, mais aussi d'avoir une certaine influence dans le sens de la réalisation des droits de l'homme. Par exemple, c'est vrai que quand nous travaillons avec les médiateurs ou les ombudsman des pays africains, sur des questions comme les droits des enfants ou les droits des femmes, c'est qu'en réalité, à travers ces institutions, qui sont des institutions plus ou moins indépendantes, mais en tout cas qui ne sont pas gouvernementales, qui ne sont pas directement politiques, nous essayons de faire passer le message des droits de l'homme. Et j'ai eu le sentiment, je prends un exemple, par exemple, c'est celui du médiateur du Mali, aujourd'hui. C'est un homme avec lequel nous travaillons vraiment en confiance et où, je pense, nous pourrons essayer avec lui de faire passer dans ce pays un certain nombre d'idées et peut-être des messages de droit et des messages législatifs, de la même façon que quand j'entretiens des relations avec l'ombudsman turc, bien entendu que je ne suis pas naïf et je sais ce qu'est la situation en Turquie. Mais si j'apporte à l'ombudsman turc, qui est une organisation assez importante, mon expertise, des formations, je crois que c'est une façon aussi d'accomplir mon travail. Donc, aussi bien à titre individuel qu'à titre collectif, je me sens avoir une certaine vocation, non pas du tout de répandre notre modèle, nous ne sommes pas un modèle, mais de faire valoir un certain nombre d'idées et surtout un certain nombre d'actions que nous menons, dont je crois nous n'avons nullement à rougir. Alors, une question, je crois, et une conclusion, monsieur le rapporteur. Oui, une dernière question qui m'est venue. Par rapport aux divers médiateurs qui existent, quelle est l'harmonisation? Et parce que nous voyons de développement quand même dans plusieurs secteurs. Alors, la première harmonisation, du médiateur de cela. Voilà. La première harmonisation, va finir par poser des problèmes. La première harmonisation, monsieur le rapporteur, c'est qu'on ne fait pas double emploi. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait un certain nombre de dossiers de services publics que nous n'avions plus parce qu'ils sont traités par d'autres. Et ça, je crois que c'est important, il ne faut pas faire de doublons. Deuxièmement, très souvent, nous transmettons des affaires qui viennent vers nous aux médiateurs de telle ou telle institution ou de telle ou telle entreprise. Troisièmement, nous sommes considérés un peu comme le mentor des médiateurs. Il existe un club des médiateurs. Nous avons aussi des correspondants ministériels et nous travaillons avec eux pour améliorer, je dirais, la médiation. Et par exemple, essayer, l'année dernière, il y a eu un séminaire à ce sujet, essayer peut-être, ce que nous permet la loi, de prendre un certain nombre de décisions en équité, ou de pousser à des décisions en équité. Donc, je dirais que aujourd'hui, le paysage de la médiation ne me paraît pas du tout irrationnel. Nous sommes le médiateur des services publics le plus généraliste. Il y a des médiateurs particuliers. Nous essayons surtout de bien assurer, je dirais, la répartition entre nous pour que les choses... Et nous prenons par ailleurs en compte les difficultés qui peuvent se produire. Et
Nous avons la capacité, en tant que défenseur des droits, naturellement, d'aller beaucoup plus loin qu'un médiateur, mais ce que nous d'entreprise ou de service public, mais ce que nous essayons de faire, naturellement, c'est de sortir l'esprit de la médiation entre guillemets commerciale, je dirais, et au contraire de lui donner ce statut de service public qu'elle a en France depuis 1973, quand Antoine Pinet a été nommé le premier médiateur, jusqu'à aujourd'hui avec le défenseur des droits. Mais je n'ai pas le sentiment que nous ayons un mauvais système dans ce... Merci. Une conclusion, monsieur le rapporteur? Non. En tout cas, merci, monsieur le défenseur des droits, d'avoir été aussi complet dans vos réponses et dans vos analyses. Merci. Merci beaucoup, madame la présidente.